Veuillez vous lever, reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Merci, M. le commissaire. Maître Lépine, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé dans votre présentation de la description du besoin par une référence notamment à l'article 2 de la loi sur les contrats, la LCOP, comme vous l'avez appelé. Est-ce exact de dire que la seule référence que l'on retrouve au cadre normatif en ce qui a trait à la définition du besoin se trouve à l'article 2? Tout à fait. Donc, il n'y a pas de règles normatives qui définissent ce que devrait être la définition du besoin, ce que devraient être les étapes de la définition des besoins. Pas dans la LCOP, non. Ni dans la réglementation. Très bien. Vous avez également indiqué que l'exécution du contrat n'était pas visée par le cadre normatif. Il n'y avait rien dans la réglementation qui encadrait l'exécution du contrat. À peu près rien. Là, à peu près rien, à l'exception de l'article l'évaluation 7, de rendement, puis évidemment. l'article 17 de modification de contrat, Exact. puis réédition de compte, mais c'est après. C'est pendant des modifications, puis ces choses-là. C'est code civil, en gros, là, on va le dire. On va se le dire. Qui agit à titre supplétif à ce moment-là. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Et est-ce que c'est exact de dire, donc, que le cadre normatif encadre très peu, sinon pas du tout, le contenu du contrat à être conclu? C'est exact. Ce qui laisse la place aux parties ou à l'organisme public d'établir les règles contractuelles. Oui, la liberté contractuelle normale, qui a d'ailleurs l'article du Code civil que je vous ai mentionné, qui permet à l'État d'avoir cette liberté contractuelle-là. Vous avez 100% raison. Oui. Et le partage de risque d'un contrat va être défini dans le contrat, nécessairement. Évidemment, oui. Et donc, les organismes publics sont libres d'établir un partage de risque différent d'un contrat à l'autre. Tout à fait. Okay. Enfin, tant ou longtemps qu'on respecte quand même les grands principes de l'article 2 de... Évidemment, évidemment. L'égalité, l'équité, transparence. Exact. C'est ça. Ouais. On a parlé également du dialogue compétitif, plus particulièrement de celui autorisé par le Conseil du Trésor via le CT qui a été déposé. Vous avez noté les similitudes entre ce qui a été autorisé par le CT et ce que l'on retrouve au règlement aujourd'hui, qui est applicable aujourd'hui, depuis 2016 en fait, selon votre présentation. Diriez-vous que le CT a inspiré en quelque sorte le contenu du règlement? Je ne sais pas s'il l'a inspiré, mais comme je vous ai mentionné, il est très proche et similaire de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le règlement. Pour ce qui est des grands fonctionnements, évidemment, là, il est détaillé, donc il y a des particularités là, au niveau de l'alliance, puis vous allez faire des alliances, mais pour ce qui est du processus, c'est très proche. Ouais. Oui, il pourrait avoir été inspiré de ça. Là. On retrouve l'étape du dépôt initial. Initial, la qualité qualifiée, un certain nombre. Après ça, un dialogue en présence d'un vérificateur indépendant. Après ça, une vraie offre bonifiée, une offre finale, on va dire comme ça. Permet d'ajuster et la qualité, parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné tant que ça, mais ça permettait d'ajuster et la qualité et le prix à l'offre finale. Exact. Ouais. Ce que le dialogue compétitif actuel permet. Oui, tout à fait. Ouais. Et la réglementation a par contre ajouté un critère pour permettre à l'organisme public d'utiliser le dialogue compétitif. On réfère à la complexité. Oui, la complexité, le haut degré de complexité là, qui est au début de l'article 19. Oui. C'était évidemment le cas du contrat CASA, on s'entend. Exact. Est-ce qu'il y avait eu avant le CT, à votre connaissance, des précédents au Québec en matière de dialogue compétitif? Oh mon Dieu! À votre connaissance aussi? Non, mais... je ne veux pas vous piéger. Non, mais on peut quand même mentionner... c'était pas en vertu de la LCOP, de la LCOP, c'est en vertu des lois municipales. Donc, le Centre Vidéotron à Québec a permis d'avoir des clauses qu'on appelle discussion-négociation, qu'on retrouve maintenant dans la réglementation municipale. Ça venait pas mal de... Ça ressemblait. Ça ressemblait, oui.
pour le différent un contrat de peu, là. gestion de l'amphithéâtre, Ouais, exact. où on avait fait appel à divers gestionnaires potentiels qui avaient Exact. discuté avec... Ouais. Discussion. Bien, ça a donné ouverture à la réglementation dans les lois municipales, qui est la discussion de négociation, là, qui n'est pas tout à fait pareil, là, Non, mais qui quand ressemble. même, c'est un dialogue, là, on peut le dire. Les clauses de la bombe qu'on appelait. Ouais. Qui a De fait en Belleval. sorte que ça a modifié. Mais juste, moi, ça m'intéresse. Là. Donc, cet exemple-là, là, à l'époque, a fait en sorte que des lois municipales Oui. ont été modifiées. Oui, OK. Qui permet là, à peu près la même chose donc, que le dialogue c'est proche. compétitif. C'est proche. Parfait. Maintenant, dans les tendances, vous avez effleuré le sujet, là, parce que vous avez parlé d'un certain rapport de force qui s'installait Ouais. dans des secteurs d'activité où la concurrence est plus rare, Oui. ou est plus limitée. Vous avez indiqué que certains fournisseurs étaient en désaccord avec certains partages de risques. Le plafond de responsabilité en matière contractuelle là, fait l'objet de discussions, Ouais. j'imagine, dans le processus de questions-réponses. Habituellement, oui. Dans le cadre des processus d'appel d'offres. Diriez-vous qu'il y a au Québec actuellement une tendance à vouloir redéfinir le partage de risques dans les contrats publics? Oui, en matière de technologie de l'information, mais c'était le cas aussi en construction, là, avec les contrats à performance un peu plus avec les constructeurs. Donc, on retrouve ça de plus en plus pour évidemment, essayer de partager le risque, là, diminuer pour l'organisme, puis en même temps, que ça soit gagnant-gagnant pour les gens sur le marché. Et je vous dirais que, en tout cas, autant que possible, c'est souvent ce que les fournisseurs, ils recherchent ça. Souvent, c'est que les organismes publics n'ont pas les outils pour le permettre. Donc, il y en a moins, il n'y en a pas. L'un de ces outils-là pourrait être l'espace d'innovation. Oui, vous qui est pouvez peut-être nous en parler brièvement. Oui, j'en ai pas parlé. Ouais, l'espace d'innovation qui permet justement d'avoir des... par décret, je pense que ça marche par décret. On fait un décret. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu où, à l'effet qu'on peut initier des partenariats ou des processus d'approvisionnement ou de conclusion de contrat qui sont complètement innovants, donc différents. C'est nouveau, c'est assez récent là, qu'on trouve ça dans la réglementation, dans la loi, là, puis ça permet d'aller vers ça. Mais je n'ai pas d'exemple à vous donner. J'ai vu des décrets, mais je ne m'en rappelle pas. Je comprends. De quoi ça consistait. Parlez-nous également des contrats de partenariat. Qu'est-ce qui explique ce changement-là également? En fait, pour certains grands projets, dont des projets de construction, je veux parler du pont de l'autoroute 25. C'est un exemple d'un partenariat public-privé. Là, on a une nouvelle notion de partenariat qui n'est pas tout à fait la même, là, c'est très récent, là, comme vous mentionnez. Donc, c'est des nouveaux modes qui permettent d'avoir effectivement là, des meilleurs partages de risques, probablement, mais aussi une meilleure, peut-être, des meilleurs bénéfices, des rentabilités plus à long terme aussi pour les fournisseurs, parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ne souhaitent plus soumissionnés, notamment en construction dans les contrats publics, parce que quand il y a trop de concurrence, il y a montant à faire en privé, c'est plus facile et c'est plus payant. On se le fait, en tout cas, les organismes se le font dire assez régulièrement. Donc ça permet d'aller faire, dans certains cas, des partenariats où on peut donner plus de bénéfices aux fournisseurs, puis réduire le risque pour l'organisme. Très bien. Donc, on va voir où ça va nous mener. Je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci. Suite aux questions de Maître Laprise, réinterrogatoire, non. Procureur général? Pas de questions. Non plus. Bien, il reste à vous remercier énormément pour l'apport que vous avez fait aujourd'hui. C'est très, très éclairant. Alors, ça va nous servir et je vous dis déjà, possiblement qu'au chapitre des recommandations, lorsqu'on fera entendre des panels d'experts, vous allez peut-être être encore sollicité même. Problème. Merci beaucoup. Merci.
Bonne soirée à tous. Voulez-vous, est-ce que Maître Tremblay, oui, parce que c'est quand même la... On peut libérer le témoin, là. Je vais faire une petite mini-conférence de gestion, peut-être, là. Vous pouvez vaquer, là, avec les peines, comme vous voulez, là. Ou rester assis, comme vous voulez. Simple, oui, Maître. Oui, donc, Monsieur le Commissaire, simple question d'intendance. J'ai été mandaté par le procureur-chef simplement là, pour mentionner, on suspend donc jusqu'au 13 mai où la commission va siéger à Québec. On aura un dernier témoin qui va venir nous parler, là, on l'a annoncé avec Maître Lépine, quant au guide, le contenu non normatif qui émane du Conseil du Trésor, les rapports du vérificateur général également. Puis, on va conclure donc la première phase des travaux et entrer donc dans la phase 2, c'est-à-dire la présentation des témoins de fait pour C'est excellent. pour le contrat. Donc, on avait prévu que la phase 1 se fasse en une semaine. Bon, mais comme partout ailleurs, on a un petit peu défoncé, mais c'est parfait. Alors, on va continuer la semaine du 13. Comme j'ai dit hier, j'aurai des décisions et les témoins de l'AMP et de la VG font quand même partie de la phase 1. Là, donc, ça se fera le 13. Là. Puis, comme je vous ai dit hier, tout dépendant de ce que les décisions vont être rendues la semaine prochaine. Puis, les témoins seront prêts à être interrogés si je permets des questions ou vous aurez le tout le lundi. Alors, donc, ça met un terme là, pour cette semaine à nos travaux. Je tiens à remercier tout le monde pour effectivement cette semaine-là très productive, à mon avis, là, pour la commission. Alors, je souhaite... on travaille tous demain, mais je souhaite quand même un bon week-end à tout le monde. D'accord? Bonne soirée. Veuillez vous lever. La commission ajourne jusqu'au 13 mai à Québec.